et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangu. L'émission qui réunit des confrères de la presse locale pour analyser des faits marquants de l'actualité de la semaine. Au menu du forum de ce soir, d'abord nous parlerons de la visite de 3 jours effectuée par le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed dans la région de Difa pour constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées suite aux exactions des groupes terroristes Boko Haram dans leurs villages respectifs. Nous reviendrons aussi dans ce forum sur la captivité des 37 femmes et enfants de Inglewa, enlevés le 2 juillet 2017 dans la région de Difa. Les 10 femmes et enfants totalisent à ce jour 4 ans de captivité. Autre point du forum de la presse de ce soir, c'est la tenue des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021. Débuté le 6 juillet dernier. Cette année, ils sont au total 150 663 candidats répartis dans 388 centres sur l'ensemble du pays, selon le ministre de l'Éducation nationale. Enfin, nous terminerons donc ce forum avec la répartition du fonds d'aide à la presse par le Conseil supérieur de la communication CSC. Ce sont 47 organes de presse qui ont bénéficié de ce fonds sur 52 qui ont postulé. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Et Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Hussein Issa. Bonsoir. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Une fois de plus, bienvenue à tous dans ce forum du studio Kalangu, le forum de la presse de ce vendredi 9 juillet 2021. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a effectué une tournée du 1er au 3 juillet 2021 dans la région de Difa, une localité qui est en proie à l'insécurité depuis 2015. Cette visite qui entre dans le cadre du retour des déplacés dans leurs localités respectives marque la volonté des autorités nationales de normaliser la situation de la région qui compte actuellement, selon l'agence nigérienne de presse, plus de 150 000 personnes déplacées, réfugiées et retournées, originaires principalement du Nigeria et certains villages situés à ses alentours. Alors, quelle appréciation faites-vous de la visite du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed dans la région du Manga? Je commence par Maimouna Diado. Oui, Fatih, donc ce que je peux dire par rapport à la visite de 72 heures qu'a effectué le président de la République, c'est d'abord un acte salutaire. Il faut le dire parce que je sais pas, mais je sais que en fait, c'est très difficile aujourd'hui avec cette insécurité qu'un président de la République se déplace pour 3 jours dans la région. Et il l'a fait. Il est parti s'enquérir de la situation par lui-même, encourager les forces de défense et de sécurité qui travaillent pour la sécurité, pour ramener la sécurité là-bas. Il est parti également reconforter les populations du Difa, meurtries, en tout cas depuis 2015, qui font face à cette insécurité criarde. Et ensuite, aller également s'enquérir des conditions de ces retournés, voir dans quelles conditions aujourd'hui ces retournés sont là-bas, comment est-ce qu'il faut améliorer leurs conditions de vie et améliorer également les infrastructures qui ont été saccagées depuis 2017, si j'ai bonne mémoire, parce qu'ils ont quitté en 2015 ou 2017. 2015, d'accord. Et je me dis que c'est à encourager
peut-être qu'avec ce déplacement, aujourd'hui, il y aura peut-être, je dis bien la sérénité. Et je ne dis pas que l'insécurité, ça veut dire que ça mettra fin à l'insécurité, mais ça a quand même donné vraiment un plus. Surtout à nos forces de défense et de sécurité. Parce que pour remonter le moral de ces forces de défense et de sécurité, il est bien bon aujourd'hui pour un chef de l'État, un président, de s'y rendre, pour vraiment les galvaniser davantage. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. C'est vraiment un acte salutaire et on l'encourage. Et je suis sûre que de la même manière qu'il a fait pour Difa, peut-être qu'il le fera pour Tillabéri aussi. Parce que c'est également une zone où les populations attendent le président de la République aussi pour pouvoir galvaniser aussi les troupes qui sont là-bas et la population aussi, surtout la population d'Anzourou. Husseini Issa, quelle appréciation faites-vous de cette visite du président de la République dans la région de Difa? Moi, considère que c'est un signal fort. C'est un signal fort parce que son prédécesseur, je crois qu'il n'a pas eu à faire ce type de déplacement-là. Mais lui, quand même, il est arrivé, il a décidé d'aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, depuis pratiquement février 2015. Ça a commencé les attaques de Boko Haram. Il n'a jamais daigné se déplacer dans la zone pour aller voir comment les gens... Oui, bien évidemment, je ne suis pas en train... Oui. Alors, on a même annulé une fête. On dit que ça va se passer ultérieurement. Mais lui, il a décidé, parce que dans tous les cas, il s'est dit que quand ça finit, là, le rouleau, il n'y a rien à faire. On ne peut pas échapper à son destin. Il allait, il a vu, il s'est entretenu avec les populations, il les a encouragés, il a encouragé les forces de défense et de sécurité. Et il a promis un soutien en disant que ce n'est pas qu'on va attendre que ce soit les partenaires qui viendront assister sur le plan humanitaire les populations. C'est l'État même qui va prendre qui a pris les partenaires vont venir en appui. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, l'aspect le plus important à mon sens, c'est bien de faire retourner les populations parce que ça fait quand même des années que les gens sont là, ils ont quitté leur terroir, là où ils ont leur champ, ils produisent, ils mangent, ils n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit. Grâce à ce qu'ils font comme activité, ils arrivent à vivre dignement. Ils sont devenus des assistés permanents pratiquement pendant ce temps. Le fait de les ramener chez eux, les gens vont retrouver leur champ, ils vont commencer à produire. Si ceux qui font la pêche, ils vont reprendre la pêche. Ceux qui font le poivron, ils vont faire le poivron. Ça leur rapporte beaucoup d'argent. C'est carrément l'économie de la région qui a été carrément tuée pendant ces années. C'est une région que je connais pour avoir vécu dedans. Je sais de quoi je parle. Ça a annulé pratiquement toute activité, tout développement au niveau de cette région. Maintenant, le défi le plus important à mon sens, ça ne doit pas se limiter au discours. Ce que les gens demandent surtout, c'est qu'on les a ramenés, qu'on crée les conditions pour qu'ils ne se déplacent pas de nouveau. C'est ça le plus important. C'est bien de dire, bon, on va vous ramener à la maison, mais c'est plus important de créer les conditions pour que plus personne ne puisse venir faire quitter ces gens-là de chez eux, là où ils ont leur champ, là où ils produisent, ils font la production et tout et tout. Moi, je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est sur ce terrain-là qu'on va attendre le président Bazoum, voir comment ça va se faire concrètement pour que les éléments de la secte ne reviennent pas encore au bout de quelques temps, pour encore chasser les populations. Ça, moi, je dis c'est ça le défi le plus important. Armia Bakari. Oui, moi je pense que c'est deux actes importants qui ont été posés. C'est d'abord de ramener cette population-là chez elle. Le deuxième acte, c'est que le président lui-même effectue le déplacement non seulement sur le terrain à Difa, mais sur le front à Barwa. Et en ce qu'il semble, il a sillonné toute la zone. J'aurais aussi appris que tous les gros villages ont au moins un détachement
militaires qui veillent à la sécurité de la population pour que quelqu'un ne vienne pas encore les déranger. Et donc, je pense que ces deux gestes-là sont extrêmement importants parce que quand une population est amenée à se déplacer, elle a besoin, au moment où on la fait revenir, elle a besoin de sentir à côté d'elle vraiment les premiers responsables. Là, c'est le tout premier qui a effectué le déplacement. Je pense que c'est un acte sincèrement salutaire. Surtout que cela a manqué à Difa et à Telabéry, évidemment, à une partie de d'Osso, et aujourd'hui de Tawa, et aujourd'hui une partie de Maradi aussi. Les populations se déplacent parce qu'elles ne sont pas en réalité soutenues, parce qu'elles ne se sentent pas protégées, parce qu'elles ne sentent pas les responsables du pays à côté d'eux. Et c'est ce qui vient d'être accompli. Je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, une chose est de revenir sur place, et l'autre chose, c'est de donner le déclic pour que la production y soit. Parce que c'est une population travailleuse, n'est-ce pas, qui s'est entièrement pris en charge de tout temps, parce que l'environnement le permet. Cet environnement n'a pas changé, mais qu'on leur permette de sortir du village, d'aller dans les environs, exploiter leurs terres, parce que ils ont vraiment une partie du Niger parmi les plus riches, n'est-ce pas? Et ils produisent suffisamment de céréales pendant la saison de pluie, mais aussi ils ont des aménagements où ils produisent beaucoup de riz, beaucoup de blé, beaucoup vraiment. Et d'ailleurs, une partie de leur production ne vient même pas au Niger généralement, mais c'est aussi justement l'occasion pour réorienter tous ces aspects. Je l'ai dit il y a 2 semaines ici même, il faut que l'accompagnement y soit aussi au plan des services sociaux de base. N'est-ce pas? La santé, il faut que c'est la saison de pluie, le palu va commencer tout de suite. Il faut déjà prendre donc les précautions. En fait, il faut qu'ils se sentent entièrement chez eux. Ils avaient exprimé la volonté de repartir chez eux pendant longtemps. Moi, il y a 2 ans déjà, plus de 2 ans, j'ai fait des entretiens dans ces milieux et à tout moment, les gens veulent revenir chez eux. Vous voyez, le déplacement des populations, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Oui, Arimi. Et par ailleurs, à l'issue de sa visite, le président Bazoum Mohamed a animé une conférence de presse dans laquelle il a annoncé le lancement très prochain des opérations conjointes avec le Nigeria pour nettoyer les villages des 2 côtés, dans lesquels se trouvent les éléments du groupe Boko Haram. Alors, quelles sont les chances d'aboutissement de cette volonté et du retour d'une véritable sécurité dans les zones concernées? 90% de nos problèmes, à mon avis, même pas sécuritaires, 90% de nos problèmes, c'est l'engagement politique qui manque. Hussein l'a dit tout de suite, on espère que ce n'est pas des discours. Et le Nigeria, il y a quelques années, les années 90, le Nigeria est allé ramener la paix dans toute la sous-région ouest-africaine, au Libéria, en Sierra Leone et où encore. Et le Nigeria, c'est quand même une puissance avec laquelle il faut compter au plan mondial y compris. Si le Nigeria ne parvient pas à le faire, je crois que peut-être c'est la cohésion d'intervention dans toute la zone qui manque. Et notre armée, du début à aujourd'hui, on le constate sur le terrain, c'est aguerri. On nous a déjà dit que c'est une des meilleures du continent, mais aujourd'hui, on se rend compte sur le terrain quand même qu'ils arrivent à faire face avec vaillance et détermination à ce qui leur arrive en face. Je pense qu'avec notre armée et celle du Nigeria, surtout le Nigeria dispose de forces de frappe, y compris aériennes, je pense que c'est possible. Parce que c'est le seul moyen de faire revenir la paix dans cette partie-là. Une partie qui n'est pas habitée par ces populations, où les populations sont entièrement déplacées, des villages, quand tu prends Douchi au Nigeria aujourd'hui, il y a jusqu'à quelques jours en tout cas, il n'y avait personne. N'est-ce pas, Baroua? C'est maintenant qu'on les a fait revenir. Beaucoup de villages sont désertés.
Et à partir de ce moment, moi, ça me fait rire quand nos autorités disent non, même pas une portion de notre territoire n'est pas occupée. Non, mais un territoire où les habitants n'y sont pas, ce n'est plus à toi. N'est-ce pas? Il faut que l'autorité y soit, il faut que les populations y soient pour que le territoire t'appartienne. Et je pense que les deux armées réunies peuvent aller au-delà d'une force où vraiment ce ne sont pas des professionnels qui leur font face, généralement. Certes, aujourd'hui, on sent qu'eux aussi se professionnalisent. Mais les deux forces mises ensemble, je pense qu'ils peuvent bouter vraiment hors de nos territoires ces groupes armés qui empêchent aux populations vraiment de dormir. Voilà. Restons toujours à Difa pour parler des 4 années de captivité pour les 37 femmes et enfants enlevés en juillet 2017 dans le village de Inglewa. 4 ans sans nouvelles. Alors, Maïmouna Diado, disposez-vous d'informations au sujet des démarches pour leur libération? Je ne dispose pas d'informations, Fatih. Tu l'as bien dit, ça fait 4 ans. Oui. 4 ans, bon, moi je suivais, avant c'était bien sûr Alternative Espace Citoyen qui grouillait, qui essayait d'interpeller à chaque fois l'État par rapport à l'enlèvement de ces femmes et enfants. Mais jusque-là, moi en tout cas, je n'ai pas eu écho que quelque chose est en train de se faire pour vraiment les ramener. Il y a eu certes d'autres femmes qui ont pu échapper, qui sont revenues, mais elles sont quand même minimes. Et celles qui restent là-bas, aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'enfants, parce qu'à 4 ans, ce n'est plus des enfants. C'est celui qui a 12 ans aujourd'hui se retrouve avec quelque chose de majeur, 16, 17 ans. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, il y a des filles, aujourd'hui, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Alors, d'abord, comment est-ce que l'État, on dirait que l'État s'est désengagé. L'État s'est désengagé parce que l'État ne communique pas. L'État a complètement, si je peux le dire, oublié même l'existence de ces femmes-là. Parce que pour un État qui ne communique pas, pour un État qui peut-être ne se soucie pas de la captivité de ces femmes, pour moi, je me dis que l'État s'est désintéressé. Parce que si on écoutait le cri de cœur de Alternative Espace Citoyen, durant ces 4 ans, peut-être l'État pourrait faire quelque chose avec les acteurs qui sont ces acteurs-là, qui sont en train de vraiment de s'inquiéter. Aujourd'hui, dans quelles conditions sont ces parents-là? Ces parents-là qui jusqu'à présent gardent espoir pour retrouver leurs enfants, pour retrouver ces femmes-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on prend le temps de regarder aujourd'hui de ce côté-là? Moi, j'aurais bien voulu que, quand le président de la République a fait le déplacement pour aller à Difa, qu'au moins il soulage, il réconforte ces parents-là, qu'il parle un peu de cette situation-là. Même pour dire que, bon, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de faire, on ne les a pas oubliés, il n'y a rien. Et je me rappelle, à chaque 13 mai, il y avait avant des organisations féminines qui sortaient pour décrire cette situation, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On les a oubliés, même nous, en tant que femmes, on les a oubliés. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'un État aussi n'arrive pas à oublier ces femmes-là? Parce qu'il n'y a pas jusqu'à présent une lutte sérieuse pour pouvoir ramener ces femmes-là. Parce que quand il y a une lutte serrée, une lutte sérieuse autour de cette situation, je suis sûre que ça pourra faire interpeller l'État et ses partenaires pour voir clair dans cette situation. Est-ce qu'on peut les ramener? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire aussi pour ces femmes-là, ces familles-là qui ont perdu leur enfant parce qu'elles ont perdu leur enfant? Aujourd'hui, personne ne sait. Elles sont combien ces femmes-là? Est-ce qu'elles vivent? Elles deviennent quoi? Personne ne sait. Donc, c'est vrai, véritablement, l'information ne circule pas. L'information, personne n'en parle. C'est bouche cousue. Bon, je ne sais pas. Moi, en tout cas, Fatih, je n'ai pas l'information. Je n'ai pas une grande information sur ça. Je veux dire, quelque part, c'est un abandon. Carrément un abandon. Moi, je minimise pas le mot. C'est un abandon. Au départ, il y a eu quelques communications quand les autorités sortent à l'extérieur. Quand la question leur est posée, ils tentent de répondre qu'ils sont à la recherche. Véritablement, je me demande, est-ce qu'il y a eu même tentative de recherche? Voyez ce qui se passe au Nigeria quand il y a des enlèvements. Il y a une communication intense, y compris du gouvernement, des autorités. Ici, c'est comme si, c'est le fatalisme.
Elles ont disparu, on les a emportées. On ne sait même pas c'est quoi la piste par où il faut aller chercher. On ne sait même pas dans quelle zone elles ont été amenées. Tout le monde s'est tu, le gouvernement s'est tu, les organisations qui essaient de temps en temps de rappeler ça. Le discours, la voix ne porte pas. Parce que tout simplement, on considère qu'ils font du bruit. Ils font du bruit. Moi, je dis, c'est de l'irresponsabilité de la part d'un État. Quand on enlève un simple citoyen, l'État doit se mobiliser pour chercher à savoir où se trouve ce citoyen. Regardez le journaliste français basé au Mali qui a été enlevé, comme on avait dit. Regardez comment le média RFI là, parle de ce monsieur, donne la parole à ses parents pour que... Voilà. Exactement. Voilà. Alors, ici, c'est pratiquement une quarantaine de personnes, des femmes et des enfants. On balbutie autour de ça. Quand la question est posée, à la limite, on se dit que ça dérange même les autorités qu'on pose la question. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'il s'agit d'un abandon. Au Niger, vous voyez, quand il y a les enlèvements, les filles de Chibok, on a vu le boucan jusqu'au plan international, comment ce boucan-là. Et ça a permis de créer les conditions de libération de ces parce que les ravisseurs, eux aussi, c'est quand même des êtres humains. Ils sont sensibles. À force d'entendre que vous êtes responsable de la disparition d'un groupe de personnes, d'une communauté, on peut le dire, vous êtes obligé de revoir votre façon de faire. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas. À telle enseigne que c'est devenu même une affaire de rançon. Rançon. Quand il y en a qui ont pris goût à ça, ils enlèvent et ils réclament des rançons. Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Le mardi 6 juillet 2021, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. Comme nous l'avions annoncé en début de ce forum, ils sont au total 150 663 candidats, dont 71 200 filles réparties dans 388 centres. Cette année, une attention particulière semble être de mise au sujet des fraudes. Alors, Monsieur Arimi, quelle analyse faites-vous des dispositions et mesures préventives prises, à savoir la halcia, l'interdiction de port de téléphone, l'acheminement des épreuves à l'intérieur du pays par voie aérienne? Sincèrement, j'ai mal. Depuis que j'ai reçu cette information-là pour la première fois, je me suis posé la question: où est-ce que s'est rendue l'école nigérienne? Parce que on est tous passés par là. Je ne me rappelle pas où l'État s'est vu obligé d'impliquer la police directement dans la gestion de l'école, dans la gestion des examens. Autrement dit, je n'ai rien contre la police, mais chacun a sa vocation et les examens, c'est l'affaire du ministère de l'Éducation, c'est l'affaire des enseignants. Si on n'est pas capable, on reconnaît, parce qu'on est passé à l'aveu là, on reconnaît ne pas être à mesure d'organiser des examens valables. Il nous faut déposer les épreuves au commissariat. Mais c'est quelle honte. Sincèrement, qu'est-ce qui nous arrive? Il faut vraiment que ça finisse. Il faut que ça finisse parce que c'est quel citoyen on est en train de former. Autrement dit, on n'a pas confiance aux parents d'élèves, on n'a pas confiance aux enseignants, on n'a pas confiance au cadre du ministère qui, quel que soit ce qu'on va faire, dès qu'ils ont accès aux épreuves, ils vont, il ne faut pas se le casser, la RCA est là-dedans, ils vont les vendre. Autrement dit, chacun aujourd'hui, quelque part, est prêt à donner les examens à son enfant. Mais pensons à l'enfant du paysan qui est dans le village le plus reculé, qui n'a jamais entendu parler de fuite, qui va composer dans les mêmes conditions que nos enfants. Nous qui avons déjà profité à 100% de l'école, et on va se retrouver, il faut que nos enfants trichent
pour que les enfants des autres soient devant les enfants des autres. Mais c'est quelle honte. Tu es déjà pris en charge tu as été pris en charge pour aller à l'école, n'est-ce pas? Tu as pu t'ouvrir des portes grâce à ça, n'est-ce pas? Ton enfant bénéficie du produit de ton travail, mais tout ce que tu fais, tu lui prends des enseignants à la maison. L'autre n'a jamais entendu parler d'un cours de maison, machin, n'est-ce pas, d'un répétiteur. Oui. Et on n'est pas à mesure de le laisser compétir. Autrement dit, il faut qu'on paye, il faut qu'on pousse vraiment la porte, ouvrir nuitamment les portes là où les enveloppes sont disposées, qu'on déchire pour donner, pour que l'enfant réussisse. Mais quel enfant il sera? Quel enfant? Quel citoyen on est en train de former? Sincèrement, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, il faut qu'on mette cette tricherie au rang des plus grands crimes dans ce pays-là. C'est grave. C'est grave, sincèrement. Quel sera le Nigérien de demain? Dans 20 ans, c'est eux qui seront aux affaires. Ce n'est plus nous. Bien sûr. Et quel genre de personnes, en fait, on veut que le pays disparaisse. Mais sincèrement, ils n'ont aucune dignité, aucun souci du travail bien fait, aucun souci de gagner les choses à la sueur de son front. Non, il faut qu'on triche, il faut qu'on mette les épreuves dans des avions, il faut que le policier soit armé, arrêté. Mais non, sincèrement, il faut que ça s'arrête. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a vraiment échoué sur ce plan-là et qu'il faut qu'on s'arrête pour que quelqu'un à qui on confie un secret. Le ventre, comme on dit, n'est pas fait pour manger seulement. Il faut être à mesure vraiment de priver, y compris tes progénitures, de ce résultat. Moi, je suis fier que quand mon enfant admet et qu'il est passé normalement par les efforts que j'ai fournis, les efforts qu'il a fournis, qu'il admette. Mais comment tu regardes ton propre enfant quand tu sais que l'examen qu'il a reçu, pour lequel il va organiser un bal, oui, c'est toi qui lui as acheté ça. Donc je pense que vraiment le sentiment qu'on doit avoir, on doit être tous tristes et prendre l'engagement d'en finir à partir de ces examens-là que c'est fini. On n'est pas à mesure. Quand tu veux examiner le concours de police, c'est la même chose. Concours pour aller à l'ENA, c'est la même chose. Douane, santé, c'est la même chose. Mais comment on va piquer quelqu'un? Quelqu'un, on sait qu'il ne peut pas le faire. On lui achète des examens. Il va, si quelqu'un il tue un autre, on n'est pas content. Mais comment il peut aboutir? Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas... Les enfants, ils sont tous normalement... Le fils, comme on le dit dans nos langues traditionnelles, l'enfant, il appartient à tout le monde. Il ne faut pas tricher pour privilégier ton enfant dans Allah. Il faut que ça finisse cette histoire. Mais sinon, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? C'est la honte. Moi, j'ai honte, sincèrement. Vous savez ça? Arimi a tout résumé. Moi, j'ai enseigné. J'ai enseigné par le passé. Je n'ai jamais assisté à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'on dise que l'enseignant, il faut qu'il y ait un policier derrière lui pour le contrôler. Qu'il y ait Alcia, des gendarmes. Quand tu rentres dans la classe, il y a des gendarmes derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le développement de ce pays-là est en train d'être compromis gravement. Parce que si on ne peut pas faire confiance, et parce que j'ai honte quand le ministre sort pour dire qu'on a acheminé les... Non. C'est une façon d'insulter, comment vais-je dire, les Nigériens. C'est une façon d'insulter. On a de tout temps. Pourquoi ça a pris cette ampleur? Quand il y a eu les fuites, il sort, il dit, il y a eu fuite. Mais on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. On sait. C'est un comité restreint qui est là. On a sanctionné qui? On a simplement repoussé la date. Alors qu'on peut sanctionner déjà. On ne sanctionne pas. Maintenant, on dit, bon, il faut que la police soit là, devant les salles d'examen. Il faut que la Halcia. La Halcia c'est pas ça le travail principal de la Halcia. C'est le détournement des deniers publics et autres. C'est là on attend. Moi, pas quand c'est une insulte. Les enseignants ne se rendent pas compte que c'est une insulte à leur égard.
Parce qu'on dise que moi, je suis devenu pourri à telle enseigne que je ne peux pas faire les choses correctement. Pas avoir confiance en moi. Alors, c'est quoi? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est ma carrière, moi, en tant qu'enseignant. Quand enseignant, je suis fier qu'on dise que mon enfant, il a réussi à l'examen. Honnêtement. Honnêtement, sans tricher. S'il ne réussit pas aussi, ce n'est pas grave. Parce que, tout simplement. Mais aujourd'hui, ça devient un karma que tu es derrière l'enfant, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que lui, il ne fait aucun effort. Tu l'as mis au monde, tu l'as nourri, tu l'as mis à l'école, tu as fait tout ça. Mais lui, il ne fait aucun effort. Parce que son papa est là, il est enseignant. Et où il est responsable dans le système éducatif, il peut trouver Fatih. On veut quel pays? Non, on veut quel pays? Avec ça, quand tu vois, on dit baisse de niveau. Mais qu'est-ce qui fait la baisse de niveau? Quelqu'un qui ne mérite pas un diplôme, on lui donne le diplôme, il avance. Il va devant. Il va faire quoi? Il va encore attendre que le parent se débrouille pour lui trouver le diplôme de devant. Et ainsi de suite. Mais on fait quoi? Et lui trouver même le travail. Et lui trouver même le travail. C'est ça. Alors, moi, je dis qu'on disait à Alcia, les gens, ils se pavanent. Non, il y a Alcia, il y a police. Non, non, non. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas bon dans un système éducatif. Ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de ça. On responsabilise les gens. On sait qui fait quoi. Quand il y a fuite, il faut qu'on démasque. Je prends juste l'exemple. En 2005, quand il y a eu les fraudes au bac de 2005, il y a eu des sanctions. Des enseignants ont été carrément révoqués. D'autres révoqués, d'autres... N'est-ce pas? Des responsables ont été... Mais alors, pourquoi cette fois-ci on ne peut pas faire? On ferme les yeux. Non, on va mettre la police. Est-ce que c'est la vocation de la police d'aller enseigner, d'aller surveiller dans des classes d'examen? Voilà, Ousseini Maïmouna Diado. Et est-ce possible aujourd'hui de mettre fin à cette situation qui n'honore pas vraiment le Niger? Mais mettre fin à cette situation, Fatih, c'est que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments pour regarder la situation de l'école. C'est ça. Parce qu'avant, nous, c'était une fierté. Quand tes parents savent qu'aujourd'hui, c'est le BEPC, que tu es fier aujourd'hui, ton enfant, tu es même très, très à l'aise. Tu es content. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette joie-là? On ne ressent plus cette joie-là. On ne sait même pas quand les élèves, quand c'est le moment d'aller aux examens, tu ne ressens pas l'engouement là, tu ne ressens pas la joie là. En fait, c'est à peu près ça. Donc, moi, je me dis que c'est même une honte aujourd'hui pour le Niger, dans la sous-région, qu'on dise que dans un pays comme le Niger, le BEPC, il faut mettre la LICA, il faut mettre la police, il faut mettre ceci pour pouvoir arriver à des résultats. Non. Moi, je me dis qu'on n'a pas besoin de ça. Le BEPC, c'est le BEPC. Et qu'est-ce qu'ils feront des autres concours et des autres examens? Ça sera la même chose dans ce cas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de crédibilité aux yeux. Le diplôme, le BEPC du Niger n'aura pas de crédibilité dans la sous-région. Parce que les gens vont dire non, il faut regarder encore. Parce que quand on dit que le BEPC, ça vient du Niger, il faut dire il faut contrôler. Parce qu'on a su que voilà. C'est la LCA même qui doit s'occuper des, comme l'a dit Ousseini, des dossiers, des vrais dossiers, et qui n'arrive pas à aboutir à faire sortir ces vrais dossiers-là. Aujourd'hui, c'est le BEPC. Le BEPC. Mais dans peu de temps, les gens ne parleront même pas du diplôme du BEPC. Ça sera le baccalauréat que les gens vont essayer de parler. Ça sera peut-être le premier diplôme. Parce que le BEPC, moi, je me dis que c'est un peu minime pour qu'on mette tout ce tralala-là derrière. Et puis avant, Fatih, c'est vrai, dans nos écoles, on inculquait le moral, on parlait du civisme. On parlait à chaque fois de la gloire d'un tel. On prenait des exemples sur des personnes qui ont réussi pour dire à ces enfants, voilà ce qui a fait que ce monsieur a réussi, voilà ce qui a fait que cette dame a réussi. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de civisme. On n'a même pas le temps dans ces classes-là pour dire à un enfant, voilà ça là, c'est ce que tu dois ne pas faire, tu dois ne pas commettre, voilà la faute, voilà ce que... Non, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il faut rapidement finir les cours, 9 mois. Il faut rapidement finir et puis bon, tout le monde se retrouve. On attend la date des examens et puis bon, il faut aller. Mais il faut aller comment? Aujourd'hui, quand on regarde la fonction publique même, quand on regarde, parce qu'un parent qui suit son enfant, qui achète, dès que son enfant pleure, on lui tend la main, on dit bon, toi tu n'as pas droit à pleurer. On va t'aider jusqu'à ce qu'on va t'aider où tu vas venir t'installer dans un bureau et tu ne sais rien faire. Ça, c'est pas une fierté. Un parent qui doit être fier
Aujourd'hui, tout le monde sait que le pauvre paysan qui est dans le fond Niger ne peut pas acheter ou bien ne peut pas avoir les fuites là pour son enfant quand même. Mais aujourd'hui, toi, tu sais que dans la classe, Ousseini, dans la classe où je suis, j'ai étudié dans la classe avec le même, mon ami qui est à côté de moi, je sais de quoi je suis capable devant cet ami-là. On vient aux examens, on me dit que non, lui, il a réussi. Et c'est pas oral, c'est écrit. Il a réussi. Et moi, on me dit que je n'ai pas réussi. Pourtant, je sais de quoi je suis capable. Mais donc, dans ce cas, il y a un petit problème qui est là. Et ce n'est pas un petit problème, c'est un grand problème. Aujourd'hui, pour finir avec ça, là, c'est très difficile. Mais on compte en tout cas sur l'esprit des uns et des autres parce que c'est vraiment quelque chose qui ne regarde pas les enseignants seuls, mais ça regarde aussi les parents d'élèves que nous sommes. Oui, Moi, j'ai dit, oui. c'est facile à finir avec ça. C'est très facile. Non, c'est facile. Ça dit, il faut combattre l'impunité là, dans tout secteur. C'est des acteurs qui sont là, qui animent. Si on met fin à ça, te permet de prendre des documents que tu ne dois pas normalement faire. Même si tu as des enfants qui sont en classe d'examen, ils vont aller composer comme tous les autres enfants. Les gens sont arrivés à un niveau où ils sont corrompus et ils corrompent leurs enfants. Voilà le problème. Et si ça doit continuer comme ça, mais quelle est la fierté d'un parent? Quand l'enfant, tu sais que c'est toi qui lui as donné l'examen. Vraiment. Où est la fierté? Il n'y a vraiment pas de fierté. Mais qui nourrit l'impunité? Mais alors, qui nourrit l'impunité? Les acteurs politiques, ceux qui sont les acteurs du système et tout. C'est pas seulement dans l'éducation, c'est dans tous les secteurs. Les concours aujourd'hui, on dit il faut payer. On dit voilà le montant. C'est pour ça que ça va toujours continuer. Voilà, ça le serait temps très est difficile de contre Non, mais il faut taper. Voilà. La troisième et dernière partie du forum de la presse est consacrée à la répartition du fonds d'aide à la presse. Le vendredi 2 juillet 2021, le président du Conseil supérieur de la communication a, au cours d'un point de presse, procédé à la proclamation de la liste des organes de presse bénéficiaires du fonds d'aide à la presse 2019-2020. 47 sur 52 organes audiovisuels de la presse écrite auront cet appui de l'État qui s'élève à 271 millions de francs CFA, dont une partie est consacrée à l'achat du matériel et l'autre partie à la formation du personnel. Arimi, quel commentaire faites-vous sur le fonds d'aide à la presse cette année? Bon, écoutez, le montant tourne toujours autour des mêmes. Oui. Mais je pense que c'est important. Depuis 20 ans, on s'est toujours battu pour que ça soit un peu plus, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est 257 millions, c'est ça? 271 millions pour les 2 années. Et pour 47, vous voyez que si on doit prendre en termes de charge pour ces organes-là, c'est peut-être un mois de charge que ça éponge. Ce n'est pas rien. Maintenant, il faut vraiment que le CSC, n'est-ce pas, fasse le plaidoyer nécessaire et nous-mêmes, nous fassions le plaidoyer nécessaire pour que ça soit revu à la hausse. Ça, c'est une chose. Oui. 2, il y a un aspect formation, renforcement des capacités de nos confrères, du personnel. Donc, il faut qu'on s'y mette. Aujourd'hui, le journalisme, n'est-ce pas, va de pair, bien sûr, avec la communication. Et la communication a changé. La communication a changé. Le journalisme, la façon de faire a changé. Il faut que nos patrons mettent la main à la poche, cet argent que l'État a donné pour qu'on renforce les capacités et techniques et vraiment intellectuelles de nos confrères. C'est une bonne chose. L'année dernière, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas s'il y a eu des explications par rapport à ça. Il faut que déjà, donc, dans quelques mois, on ait le montant pour 2021, n'est-ce pas, et que ça soit une plus grosse enveloppe et que les organes aussi qui seront touchés
Par exemple, la question de la formation, il n'y a pas que ce qu'on a sélectionné, parce que c'est directement destiné au journaliste lui-même. Donc, ça doit vraiment couvrir beaucoup plus d'organes, voilà, de médias. Et au-delà, vraiment qu'on augmente encore et encore cette enveloppe, sans compter qu'il y a une grosse masse de journalistes qui ne sont pas concernés. Je parle notamment des journalistes des radios communautaires, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose, parce que je viens de Alternative moi-même. Et il faut, parce que c'est eux qui sont aussi souvent en contact direct avec la communauté. Donc l'information, la vraie, pour qu'elle parvienne aussi au monde rural, il faut qu'on songe à la formation et au renforcement des capacités techniques et vraiment intellectuelles de ces radios, particulièrement parce que tu vas trouver des radios qui sont créées, qui sont là, mais qui n'ont aucun professionnel à leur sein ou qui n'ont même pas de techniciens, à plus forte raison des journalistes professionnels. Il le faut et il faut encourager les gens à aller parce que c'est en ce moment qu'on s'adresse directement vraiment à nos parents vraiment des villages qui eux aussi ont droit à l'information, la vraie. Même Diado. Fatih, je ne peux que augmenter un peu sur ce que Arimi a dit, parce qu'il a tout dit. D'abord, concernant l'enveloppe, il faut qu'on essaie de hausser l'enveloppe. Les 200 millions, ce n'est pas suffisant en tout cas pour les organes de presse. Que ça soit audiovisuel, que ça soit presse écrite. Aujourd'hui également, il faut le renforcement de capacité aujourd'hui également des hommes de médias qui composent. Il ne faut pas voir également l'aspect seulement journaliste, mais il faut voir les autres aspects. Parce que c'est la communication, comme il a dit, aujourd'hui ça a changé. La communication a changé, donc il faut également que nos mentalités journalistiques aussi changent. Donc là, on ne doit pas se limiter seulement à ceux qui ont eu le fonds d'aide à la presse, les 47 organes. Il faut élargir et faire profiter tous ces hommes de médias-là. Même ceux qui n'ont pas pu avoir le fonds d'aide à la presse, quand il s'agit de former les hommes de médias, il faut les former, il faut les inclure dedans. Et je pense également que, comme il a dit, il ne faut pas oublier les organes communautaires. C'est très important parce que depuis 20 ans, ces organes n'ont pas bénéficié du fonds d'aide à la presse et continuent de ne pas bénéficier. Donc c'est très important si le CSC aujourd'hui peut inclure également d'une manière les médias communautaires. Comme il l'a dit, c'est vraiment des médias qui sont en contact permanent avec la population, avec les communautés. Donc l'information, vraiment ces gens-là aussi ont besoin d'être formés. Et c'est tout ce que moi je pourrais dire. Je pourrais dire tout simplement que ceux qui ont eu méritent d'avoir ce fonds d'aide à la presse. Ceux qui n'ont pas pu avoir ce fonds d'aide à la presse vont l'année prochaine, 2021, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire, où est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce qui a manqué dans mon dossier pour que l'année 2021, je puisse en profiter aussi. Husseini Issa, le fonds d'aide à la presse contribue-t-il à améliorer les conditions de travail dans les organes de presse au Niger? Bon, Fatih, nous avons fait ce combat-là. C'est des gens qui viennent s'asseoir aujourd'hui. Oui. Ce combat, on l'a fait depuis les années 90. On était dans ce combat-là. C'est des gens qui sont venus, ils ont modifié les règles. Ils ont décidé de manière sélective, sur la base d'un dossier. On ne regarde pas quelle est l'audience, quelle est ceci, quelle est cela. On décide, il faut. Ailleurs, des pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, ce fonds-là, ce n'est pas une affaire de 500 millions, c'est 1 milliard. Pour pouvoir permettre aux organes de se développer. Il y a un suivi, un mécanisme de suivi. Ici, on vient, on donne, et puis les gens, non, j'ai eu 6 millions. J'ai eu 6 millions, ça représente quoi dans la gestion d'un organe? Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas au CSC, c'est des gens qui sont là-bas à la fin du mois, machin, conseillers, ceci, cela. C'est aux médias de prendre leurs responsabilités pour mener le combat.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de combat dans le secteur des médias. Par rapport aux intérêts, défendre les intérêts. On est enclin à chercher à défendre les préoccupations des autres. Mais nous-mêmes, nos propres préoccupations, tout le monde a démissionné parce que les organisations sont devenues des organisations fantômes. Fantômes. Cette lutte par rapport aux organes, comment dirais-je, les radios communautaires et tout, c'est un combat aussi, on l'a fait. Il faut revoir la loi, les textes régissant le fonctionnement, parce que s'il y a des organes qui sont plus proches des populations, qui font un travail d'information beaucoup plus, parce que les gens font beaucoup plus l'opinion dans les médias, les organes les médias communautaires, c'est des médias de proximité. Il faut qu'on puisse faire à tout ça. Pourquoi on va cantonner ces médias-là dans un, comment on appelle ça, que c'est des médias communautaires? Il n'y a aucune ressource. Il n'y a pas de, dans un village, quelle est la publicité? Qui va venir faire la publicité? Même si tu fais la publicité par rapport à un baptême ou quelque chose comme ça, c'est gratuit. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 9 juillet 2021. Nous disons donc merci à nos invités, Maimouna Gado, journaliste indépendante, Arami Abachari, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa, journaliste indépendant. La présentation était assurée par Fatia Zakari, la technique Seine Isaka, la réalisation Mustafa Ayouba. Rendez-vous donc le samedi et dimanche de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème l'intérêt de l'agroécologie dans le développement agricole. Et dimanche à la même heure, le forum en Germain sur les préparatifs de la campagne agricole 2021, enjeux et perspectives. Merci, le programme continue sur le studio Kalangu.